bien entendu, et nous c'est la rue Poésie, et nous, c'est nous tous, nous avons le plaisir extrêmement fort d'accueillir Catherine Cocchio et Claude, qui vont, sous la titre, enfin, l'injonction poésie, témoignage, parler de choses qu'ils remuent ensemble depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années, qui sont en plein leur affaire. Et donc c'est Catherine qui... Non, c'est Claude qui va en dire un peu plus, c'est des ouvrages. Et moi qui les accueille pour ce que je crois être la 11e ou 12e séance. Par contre, tu aurais dû faire le calcul. Ah, oui. Non, parce que l'an dernier, plus ceci, je dirais 11-12, je sais pas. Bon, les entretiens de poésie qui continuent. À toi, Claude. Donc aujourd'hui, poésie et témoignage. Peut-être que tu pourrais parler. Ah, il y a un micro, c'est vrai. Mais il y a un... On n'entend pas? Non. Nous encore sans micro? Non. Bon, regarde si ça marche. Est-ce que ça... Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, ça a marché pour moi en tout cas. Trop. Poésie et témoignage, donc c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et il n'y avait pas de personne à qui demander meilleure façon, je crois, qu'à Catherine Cocchio qui est là. Je fais deux remarques et ensuite je lui passe la parole, car elle a beaucoup à dire. Une remarque sur la question poésie et témoignage. C'est évidemment une question d'aujourd'hui, une question qui a un siècle, au moins peut-être 2 siècles d'existence d'une certaine manière. Il y a un livre célèbre d'une historienne, Annette Yorka, intitulé L'ère du témoin, comme vous connaissez sans doute ce livre. Et puis je me souviens aussi d'avoir entendu Michel Deguy qui est là, dire que l'époque en effet était au témoin. Il ne l'a pas dit dans ces termes, mais c'était tout de même dans ce sens-là. Oui, je crois qu'il y a là une question. Je dirais tout de même tout de suite que parler de poésie et témoignage ne veut pas du tout dire que toute poésie doit être de témoignage. Il n'y a pas de doit être là-dedans. Je dirais même, à mes yeux, que la poésie témoignage n'a de sens que si toute poésie n'est pas témoignage. C'est-à-dire si la poésie n'est pas ce qui décide de témoigner. La poésie est ce qui est intercepté par la nécessité de témoigner. Elle n'est pas tout entière, a priori, et tout le temps tournée dans cette direction, me semble-t-il. C'est ma position, peut-être Catherine ne sera pas d'accord, mais c'est ma position. Et encore un mot, et ensuite je vais me taire. C'est aussi pour nous, la revue Poésie, la question de poésie et témoignage est aussi une question, je dirais, pratique, au sens où il s'agit du faire en matière de poésie. Et la dimension de témoignage, elle nous vient, mais elle nous vient toujours de manière imprévue, non programmée. C'est essentiel, je crois, aujourd'hui. Accueillir, au fond, ce qui n'était pas prévu. Voilà. Donc ça fait partie du travail de la revue Poésie. Alors, je suis particulièrement heureux donc, que nous recevions Catherine Cocchio aujourd'hui. Son travail sur le témoignage est le travail peut-être le plus important, sur le témoignage et la littérature, est peut-être le plus important aujourd'hui en France. Et en tout cas, j'ai une grande admiration, je le dis vraiment sans aucune flatterie, j'ai une grande admiration pour sa manière de travailler, pour ses œuvres. Elle a travaillé d'un côté sur des écrivains, sur des poètes, et d'autre part sur le témoignage. Par exemple, sur le témoignage, il y a son livre, enfin sur le témoignage, en tout cas recourant au témoignage, il y a son grand livre publié aux éditions de Belin sur le Rwanda. C'est un livre très important. Je crois qu'il faut le lire, il faut le garder en tête. Elle a donc écrit aussi sur René Char, par exemple. Elle a écrit sur Apollinaire, ou André Rouvert, Apollinaire, etc. Donc, elle a écrit aussi un livre autour de Baudelaire, L'art contre l'art. Donc, il y a cette partie, pour moi, c'est important par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire, elle peut se tourner vers la poésie en tant que telle. Il n'y a pas cet a priori, en quelque sorte, de toujours poésie témoignage. Néanmoins, bien sûr, en même temps, elle rencontre dans des travaux très importants la poésie et le témoignage, la littérature en général et le témoignage, en particulier dans des ouvrages, d'abord dans l'introduction très importante qu'elle a faite aux œuvres de Primo Levi dans la collection bouquins,
Ça, c'est un travail de très très grande importance. Il y a aussi le grand livre sur l'enfant et le génocide, c'est ça, qui lui est publié aussi, qui est publié lui, L'enfant et la catastrophe, anthologie de témoignages sur l'enfance pendant la Shoah, c'est la collection Bouquins, en collaboration avec Aurélia Kaliski. Elle a en effet pensé plusieurs ouvrages collectifs. Et je crois que ça fait partie aussi de sa manière de travailler, car ces ouvrages collectifs ne sont nullement des espèces de sacs où on mettrait des choses diverses, ce sont vraiment des œuvres aussi collectives, et c'est tout à fait remarquable. Par exemple, Parler des camps, penser les génocides, chez Albin Michel, en 1999, et L'histoire trouée, négation et témoignage. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un que nous sommes très très heureux de recevoir aujourd'hui. Merci Claude, mais je vais à peine oser parler après une introduction pareille. Je suis très contente aussi d'être entre vous deux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler de ces questions-là. Je vais peut-être commencer par Primo Levi, non pas les poèmes de Primo Levi, puisqu'il en a écrit, à côté de ses grands textes, ses essais, témoignages, essais fiction, mais plutôt de la préface que Semprún a faite lorsque les poèmes de Primo Levi ont été publiés en France en 1997, 10 ans après la mort de Levi. Semprún rappelle la critique que faisait qu'a faite Primo Levi de l'obscurité des poèmes de Celan. C'était en 1976, où il parlait d'une manière assez violente, radicale et très très discutable, d'un langage encombré, manchot, langage de celui qui va mourir, d'un prêt à mourir, disait-il, tandis que lui, Primo Levi, préconisait un langage du disciple, de la communication claire, car nous devons, disait-il, de ne pas écrire comme si nous étions seuls, nous devons ne pas prêter aux interprétations équivoques. Alors Semprún utilise, en opposant les deux, Celan et Levi, deux termes allemands, pour distinguer deux traditions différentes de la modernité, dit-il, auxquelles il se rapporterait, Celan Dichtung et Levi Lichtung, éclaircie, clairière. Et il rappelle que Dichten signifie non seulement écrire des vers, mais condenser, épaissir. La poésie, selon Celan, serait épaississement, choix de l'ombre pour dire le vrai, comme il le dit lui-même dans cette formule bien connue, Wahr spricht, wer Schatten spricht. Dit le vrai, celui qui dit l'ombre, ou dit le vrai qui dit l'ombre. Mais comme Semprún l'ajoute très vite, le choix de la lumière chez Lévi s'accompagne de l'angoisse du double, du doppelganger, comme il le dit, comme Lévi l'a dit en allemand. Un double inquiétant, issu, je le cite, Lévi, de nos traumatismes passés, que nous traînons derrière nous et qui partage avec nous la responsabilité de nos actes et par conséquent de nos pages. Et du reste, Lévi a intégré la fugue de mort de Celan dans son anthologie de lecteurs à la recherche des racines. Il a regroupé les textes qui comptaient le plus pour lui. Et il y aurait, dit Semprún, donc, une poésie et vérité de la lumière et une poésie et vérité de l'ombre. Il tente de relier les deux avec Schelling, une phrase qui a été prononcée devant lui à Buchenwald par un déporté allemand, un membre d'une secte évangélique. Je la résume, la conscience de la nuit profonde dont il a surgi incite l'homme à tendre de toutes ses forces vers la lumière. Et Semprún voit cette dialectique-là de la nuit profonde et de la lumière s'exprimer chez Lévi, qui serait ainsi un héritier des Lumières, autant qu'un témoin d'une autre nuit profonde des ténèbres de l'histoire. Ça, c'était en 1997. 2 ans plus tôt, Derrida, dans une conférence à Louvain, était déjà revenu à ce vieux couple issu de Goethe, de Dichtung und Wahrheit, poésie et vérité. Non pas pour dire leur union, mais leur tension dans le témoignage, qu'ils voyaient travailler d'une passion, une véritable passion littéraire. Le témoignage, disait Derrida à ce moment-là, a essentiellement à voir avec le secret, donc avec la fiction, et là il tire la Dichtung vers la fiction, en faisant la glose du texte de Blanchot, L'instant de ma mort, et le témoignage a à voir aussi avec le serment, donc le sacré. Il s'approche, dit Derrida, davantage de l'acte de foi que d'une production de preuves ou de la transmission d'un savoir, et là, Derrida glose un poème de Celan. Un témoignage, dit-il, je résume, est irremplaçable
comme le poème, car le témoin n'est pas interchangeable. Je le cite, le témoin doit à la fois se conformer à des critères donnés et inventer de manière quasi poétique les normes de son attestation. Inventer de manière quasi poétique les normes de son attestation. Voilà, donc ça c'est 95, il y a ce quasi poétique fait question évidemment. 5 ans plus tard, dans un autre texte, publié sous le titre Politique et poétique du témoignage, publié d'abord en anglais puis plus tard dans l'Erne en français en 2004, il dit quelque chose de plus, qui va beaucoup plus loin. Tout témoignage responsable suppose une expérience poétique de la langue. Et c'est l'autre versant du texte, la langue du témoin, je le résume, est intraduisible et pourtant elle appelle à la traduction. Alors, à ce moment-là précisément, il n'est pas le seul philosophe à s'intéresser de près à cette question d'une poétique du témoignage. Alamben publie Ce qui reste d'Auschwitz, où il rapporte le témoignage du camp par Lévi, et en particulier ce Lévi du musulman, à une expérience de désubjectivation qu'il compare à la dépersonnalisation poétique. Il cite les propos sur la création poétique de Keats, mais aussi Dante, Pessoa. Il en irait donc essentiellement, d'après ses approches philosophiques, dans le témoignage, dans la structure testimoniale d'une parole poétique. Alors, on pourrait, je ne vais pas discuter de ces textes, où on pourrait pointer des tas de glissements, à mon avis, d'amalgame, de coups de force, je dirais, effectués par ces textes. Il me semble qu'il y a là, enfin, toujours quand je me retrouve face à ces textes, sur deux philosophes, sur la poétique du témoignage, au fond, comme le dit Derrida, j'ai l'impression que le philosophe célèbre des retrouvailles avec le témoignage, par l'intermédiaire du témoignage, retrouvailles avec autre chose, avec une théorie du sujet, ou avec tout simplement la littérature, la poésie, sans l'hypothèque heideggerienne. Et il me semble que ce qui prime dans ces textes de philosophie, au fond, c'est non pas tant l'acte de foi dont parle Derrida à propos du témoignage, mais l'acte de foi dans la poésie, dans la littérature, dans la création poétique, comme si cette parole poétique était en tout temps et en tout point nécessaire, et donc devait aussi se retrouver essentielle dans la fameuse structure testimoniale dont parle Derrida. À mon avis, et quand je me retrouve au fond devant ces textes philosophiques qui sont très satisfaisants du point de vue de la logique paradoxale qui s'y développe avec beaucoup d'intelligence, je me retrouve néanmoins toujours rougeant comme devant lorsque d'un côté j'ai ces textes et que de l'autre j'ai par exemple le Livre Noir, ou même des poèmes de Charlotte Delbo, ou la poésie, le témoignage du ghetto de Varsovie de Tcherniakov. C'est-à-dire que il me semble que ces textes ne me permettent pas de rendre compte, sinon très abstraitement, de ces textes, de ce qu'ils ont ou non de poétique, et de ce que c'est au fond que la poésie dans ces témoignages. J'ai plutôt tendance à partir des textes, de manière très empirique, mais un empirisme qui ressemble un peu à la philologie critique de Bollack, je dirais. Et reprendre tout à partir des textes, essayer de construire un lien entre ces textes, les circonstances de leur écriture et le présent de ma lecture, et à partir de là, rétrograder et essayer de faire une histoire critique de la réception de ces textes. Donc, il y a un survoltage, à mon sens, de l'abstraction théorique dans ces approches philosophiques sur le témoignage, fortement affiliées à la philosophie allemande, et qui, à mon sens, fonctionne un peu en circuit fermé à l'intérieur de quelques références littéraires, Blanchot, Celan, Lévy, avec aussi un caractère obligé de la référence romantique, qu'on voit aussi chez Semprun. Donc, revenir aux circonstances historiques du témoignage, revenir à quelque chose de plus historique, pour moi c'est important. Reprendre pied, en fait, sur un sol plus concret, c'est d'abord reprendre pied dans l'histoire. Il me semble que de ce point de vue-là, la problématique de la poésie et du témoignage, elle oblige à remonter en effet à la modernité au XIXe siècle. C'est-à-dire que si la question d'une littérature de témoignage ou la question même d'un genre testimonial ont émergé au cours des années 90 surtout, et maintenant s'instituent véritablement dans les études littéraires, universitaires y compris, c'est à propos des témoignages des catastrophes historiques du XXe siècle, mais il est clair que la
la relation qui existe entre poésie et témoignage, si elle ne s'est pas thématisée sur ce mode-là plus tôt, elle a eu lieu, cette rencontre, je pense, avec la modernité. Je ne vais pas revenir sur l'expérience du spleen, du voyage, du paradis artificiel chez Baudelaire, mais peut-être un peu sur évoquer plus précisément la saison en enfer de Rimbaud, par exemple, qui se présente comme un carnet de damnés, dès le départ, offert par dérision à Satan, un carnet de damnés. Alors, que devient la poésie quand on est en enfer? C'est bien cette question-là, à mon sens, que se pose Rimbaud dans ce texte. L'enfer du dérèglement de tous les sens. Est-ce que cette poésie n'est qu'un souvenir, celui des derniers vers avec Verlaine, celui de ce qu'il appelle la magique étude du bonheur que nul n'élude, le souvenir de l'injure faite à la beauté pour faire venir le temps des assassins, je reprends bien sûr toutes ces formules de Rimbaud lui-même, ou est-ce que cette poésie devient une autre poésie, une poésie qui serait un autre type de poésie à réinventer et qui serait, elle, adéquate à ce où l'on arrive lorsqu'on sort de cet enfer de la poésie qu'on s'est créé soi-même, une poésie adéquate à ce que Rimbaud appelle la réalité rugueuse à étreindre. C'est dans le dernier poème de Saison en enfer, que vous connaissez sûrement, Adieu. Je lis quelques bouts. Moi qui me suis d'image ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Et une série de questions dans ce texte, en particulier celle-là, pas une main amie, et où puiser le secours. Donc pour qui écrire de la poésie, quel contemporain a pour lui le poète. L'heure nouvelle, dit Rimbaud, est au moins très sévère, et la réponse à ces questions est dans cet absolument moderne qu'il faut être, et la liberté, comme il le dit dans les tout derniers mots de ce poème, de posséder la vérité dans une âme et un corps. Alors je pense que c'est absolument moderne qui lui fait poser la question d'ailleurs d'une charité, enfin d'une interdépendance, une interdépendance entre charité et mort, parce que charité et mort pour lui iraient dorénavant ensemble. C'est absolument moderne, il fait aller vers quelque chose qui ressemble à ce que nous entendons par témoignage, le témoignage comme acte. D'ailleurs, je repense cette fois à un autre philosophe qui est Foucault. Dans le dernier Foucault, on a, à propos de la philosophie cynique et des réactualisations de l'antique philosophie cynique, puisqu'il voit là une espèce de fondamental qui reviendrait au cours de l'histoire de la pensée occidentale, un courage de la vérité comme forme de vie, une des réactualisations de la philosophie cynique, il la voit dans la modernité précisément poétique de la deuxième partie du XIXe siècle, où ce courage de la vérité se penserait bien comme forme de vie. Alors il me semble que la grande actualité qu'il y a autour de cette notion de forme de vie, reprise par Agamben et d'autres, mériterait de s'articuler à une réflexion sur le témoignage historique. C'est pas le cas actuellement. Alors, un des aspects de cette modernité, c'est que le poétique est passé dans la prose. Bien sûr, il avait déjà fait ce passage au début du XIXe siècle, mais évidemment, dans ce passage-là, on arrive à quelque chose d'autre, qui est d'ailleurs pensé dans la philosophie, comme un dépassement de la poétique dans la prose. Benjamin dit lui-même, l'idée de la poésie, c'est la prose. Et il y a là tout un héritage romantique allemand, mais qui a donné lieu, qui s'est mêlé en fait à une question sur les droits de la poésie. Et il me semble là que le débat sur la poésie après Auschwitz, les droits de la poésie après Auschwitz, un débat lancé par Adorno, a pris le relais d'un autre débat sur la fin de la poésie annoncée par la philosophie. Alors moi donc je préfère partir de l'effectivité d'une poésie de la catastrophe, puisque c'est davantage celle-là
qui m'intéresse, que je lis, partir de cette effectivité et ne théoriser qu'à partir des œuvres singulières, et peut-être déplacer la question de Dichtung und Wahrheit, poésie-vérité, vers la question de poésie et vie. Je passerai pour cela à un autre auteur que je voudrais évoquer pour un de ces textes qui m'est très cher lorsque j'essaye de penser la poésie. J'ai un peu la feuille du charbonnier en poésie, et donc je ne suis pas quelqu'un qui théorise la poésie ordinairement. C'est pourquoi ça m'a beaucoup intéressé de répondre à cette invitation, et je le fais au fond en vous parlant des textes qui, moi, me sont chers, précieux pour me repérer dans cette problématique. Donc c'est un texte de Hofmannsthal qui date de 1907, qui s'appelle « Le poète à l'époque présente », et qui pense, je crois, à un moment de crise culturelle majeure, puisque c'est sur cela que porte le texte, cette crise, comme le texte sur Lord Chandos. Il porte sur la croyance en la poésie comme écriture de la vie, c'est-à-dire il y a une crise majeure, les mots manquent, l'écriture poétique manque, le poète lui-même manque, on ne le voit plus, il est sans doute là encore, il faut le chercher, et au fond cette poésie, cette écriture poétique va se maintenir et traverser ce moment de crise, se métamorphoser. Je dis l'essentiel de ce qui se dit dans ce texte. Donc le poète n'est pas absent de l'époque, mais il se cache. Il faut chercher l'élément, ce que Hofmannsthal appelle l'élément poétique à l'époque présente. Le mot poète est un mot boursouflé, il est porté plutôt par la culture que par l'intuition, dit Hofmannsthal. Il n'y a plus de chemin, on ne trouve pas de chemin direct entre vie et poésie, mais le discours poétique est, dit-il, une fonction des vivants, toujours. Et pour trouver le poète, trouver la poésie, donc il part de l'idée au fond que cette poésie, elle est à présent opaque, au-delà même du mot poète, il fait un détour par les livres, par les lecteurs, et par les lecteurs de non-poésie. C'est ça qui me semble intéressant. La poésie, c'est quelque chose d'inconnu, c'est une idée, une intuition, et qui serait issue d'un ensemble de lectures, d'un long temps de la lecture, de lectures multiples, qui finirait par former une chose vivante, une chose opaque, comme il dit, un écheveau pas démêlé. Et pour moi, il y a quelque chose de cela, véritablement dans la poésie, un écheveau pas démêlé, ce qui renvoie peut-être justement à l'épaississement de la Dichtung. Et dans cet écheveau figurent des productions de non-poètes qui ne sont pas dépourvues de poésie, Hofmannsthal le précise. L'homme contemporain, dit-il, c'est l'homme qui lit son journal, ou plus encore, qui lit des livres, beaucoup de livres, des livres de toutes sortes, y compris de sciences. Et là, en lisant ces livres, il cherche autre chose que ce que chaque livre donne. Il cherche quelque chose qui flotte entre chaque livre et qui serait capable de nouer ensemble leur contenu isolé. L'homme contemporain ne sait pas ce qu'il cherche en lisant tous ces livres, ni même véritablement qu'il cherche. Il ne dit qu'il cherche qu'avec le geste, il lui fait abandonner un livre pour un autre. Donc l'homme contemporain, c'est pas seulement l'homme qui lit un livre, c'est celui qui a beaucoup de livres ouverts à côté de lui. Il cherche, je le cite, sans cesse ce qui relierait la vie aux artères de la grande vie, dans une transfusion magique de sang vivant, ce qui peut les attacher au monde, il parle des lecteurs au pluriel, plus fortement que tout, et qui en même temps leur ôte subitement la pression du monde. Il cherche donc le monde. Il y aurait cette idée que la lecture est une recherche de quelque chose qui s'appellerait le monde, d'un attachement, rattachement avec le monde, à travers un moi où leur moi s'appuierait, dit Hofmannsthal. Le poète écrit désormais pour l'individu isolé, il fait lien, et donc il y a, et Hofmannsthal le dit clairement, quelque chose d'un substitut religieux, et donc d'un acte de foi qui repose sur l'idée qu'il y a un monde où toutes choses peuvent être reliées, et aussi qu'il y a un mystère dans le pouvoir de la langue vivante, un instrument merveilleux, magique, dit même Hofmannsthal. Alors là, il y a le credo, bien sûr, d'Hofmannsthal lui-même, poète, et utopiste de la poésie, je dirais. Tout ce qui s'est dit dans une langue, dit-il, descend des productions de quelques-uns qui ont disposé un jour de cette langue en créateur. Et donc même l'homme qui lit son journal dans l'omnibus chercherait
quelque chose d'autre, il recueillerait des vestiges de cette ancienne création poétique, hein, il subirait encore le pouvoir des poètes. La littérature, ce serait l'éparpillement des livres et des textes, et la poésie, ce serait cette magie muette qui les relierait, et qui vivrait de ce qu'il appelle un rayonnement affectif, une chaleur, quelque chose qui relierait les atomes qui s'éparpillent, et ces atomes qui s'éparpillent, qui sont le travail même de la modernité en tant que crise. Et cette magie serait la seule chose qui tienne quand même ensemble même ces livres, dont chacun est un monde en soi. Je le cite, « C'est par le pouvoir de la langue que le poète gouverne en cachette un monde dont chacun des membres peut le renier, peut avoir oublié son existence. » Et il y a dans ce texte un passage particulièrement beau où il passe par une vieille légende, le poète serait ce pèlerin princier qui serait parti en Terre Sainte et qui devrait revenir chez lui en mendiant inconnu, sans se faire reconnaître des siens, et qui se cache chez lui, sous l'escalier, pour observer chaque chose de la vie, chaque chose qu'il connaît, alors que lui-même n'est plus connu d'aucun de ses proches. C'est pas moi. Je voudrais lire un tout petit bout quand même de ce passage-là. Ainsi, le poète est là où il ne semble pas être, et il est toujours à un autre endroit que celui où l'on croit qu'il est. Étrangement, il habite dans la demeure du temps, sous l'escalier, là où tous doivent passer devant lui sans que personne n'y prête attention. C'est là qu'il demeure et il entend et voit sa femme, ses frères et ses enfants monter et descendre l'escalier, parlant de lui comme d'un disparu, peut-être même d'un mort et pleurant sa mort. Mais à lui, il est imposé de ne pas se laisser reconnaître et il demeure sans être reconnu sous l'escalier de sa propre maison. Cette résidence dans sa propre maison, sans qu'on le reconnaisse, sous l'escalier, dans l'obscurité, auprès des chiens, étrangers et pourtant chez lui, comme défunts, comme fantômes, dans toutes les bouches, maîtres de leurs larmes, mis au tombeau dans l'amour et le respect, comme vivants, repoussés par la dernière des servantes et envoyés auprès des chiens. Il est là et ce n'est l'affaire de personne de se préoccuper de sa présence. Il est là et change de place sans bruit. Il n'est rien qu'œil et oreille, il prend sa couleur des choses sur lesquelles il repose. Il est le spectateur, non, le compagnon dissimulé, le frère silencieux de toutes choses, et ces changements de couleur sont un tourment intime. Donc le poète à l'époque présente serait celui qui habite, comme il le dit, la demeure du temps, le lieu où les forces de ce temps demandent à se compenser. Donc celui qui pourrait encore totaliser l'époque à la manière d'un sismographe. Il est le jouet de toute pression atmosphérique, dit Hofmannsthal, ou encore l'esclave de toute chose vivante, l'œil ouvert dans l'obscurité, en reprenant cette fois Hegel. Il ne saurait renoncer à rien, mais à proprement parler, il ne saurait aussi rien perdre, même pas par la mort. Les morts se relèvent pour lui, non quand il le veut, mais quand eux le veulent. Son cerveau est le seul lieu où il leur soit permis de revivre pour un atome de temps et où leur est donné en partage le bonheur des vivants. On dirait que ses yeux n'ont pas de paupières. En lui, tout doit et veut se réunir. C'est lui qui noue en lui les éléments du temps. C'est en lui qui est le présent, où il n'est nulle part. Donc, au fond, les poètes, en ce sens-là, sont nombreux, mais sont cachés. Ils semblent travailler, dit Hofmannsthal, à bâtir une pyramide pour un dieu qui n'est pas né, ou pour un roi mort, je le résume. Et ils sentent tous une pression sur eux aussi forte que l'océan, parce qu'il leur faut créer dans le vacarme de voix railleuses. Alors, ce vacarme de voix railleuse, je le réentends une trentaine d'années plus tard, dans un texte, cette fois d'un autre Autrichien, un texte qui compte beaucoup pour moi, pour précisément penser ce passage entre la modernité, la création poétique en tant que témoignage dans la perspective de la modernité et la poésie de la catastrophe. C'est un texte donc, que Hermann Broch a écrit et publié en avril 1934. C'est une conférence en fait qu'il a prononcée pour le Wiener Kulturbund, intitulée Zeit und Zeitgeist, l'esprit et l'esprit du temps. Alors, avril 1934, c'était peu après l'insurrection ouvrière de février 1934 que Dollfuss avait réprimé dans le sang. L'Autriche était muée en une vaste cour martiale et elle semblait se mettre au diapason de ses voisins, l'Italie de Mussolini, la Hongrie de Horthy et bien sûr l'Allemagne nazie. Sans évoquer les faits, ces faits-là, du tout, dans le texte, Broch fait saisir une atmosphère d'époque, un esprit du temps, comme il le dit, en réalité une mise au silence de l'esprit, un mutisme inhérent au passage à l'acte. Je le cite, « Lourdement, le mutisme pèse sur le monde qui a perdu le langage et l'esprit,
parce qu'il a dû professer sa foi en la puissance et au meurtre, sans lesquels il n'y a pas de puissance. Entre l'homme et l'homme, entre le groupe humain et le groupe humain, règne le mutisme, et c'est le mutisme du meurtre. Alors, cette violence, Broch l'impute à une crise culturelle au long cours, qui serait due à la rencontre d'un culte du fait et d'un culte de la force, qui produirait un type humain dangereux, l'homme qui professe la brutalité en se tenant sur le terrain des faits muets, avec une franchise jamais atteinte, dit Broch, du moins en Europe occidentale. Et il rapporte ce goût du meurtre à ce qu'il appelle le mutisme positiviste, en posant la question: qu'est-ce que l'intellectualité positiviste a de commun avec l'atmosphère de meurtre qui pèse sur le monde? Et la réponse tient dans l'histoire européenne de l'esprit. Là, il fait une sorte d'histoire dialectique de l'esprit et de sa négation, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir, mais pour conduire à cette idée que l'histoire spirituelle de l'Europe est celle d'une perte, d'abord d'une émancipation du logos, et ensuite d'une perte de foi dans la parole humaine, après la perte de foi dans le Verbe divin. Et cette perte est devenue, dit-il, dégoût du mot dans la modernité qui est la sienne. Le dégoût du mot s'est emparé de l'humanité, et il vient d'un divorce consommé, je le résume, entre la logique moderne qui gouverne la science et la pensée spéculative ou la connaissance poétique, qui fait pour lui partie de cette pensée, qui est devenue inutile et même interdite. Et tout cela produit un écart, dit-il, tragique entre scepticisme radical d'un côté et mysticisme radical, expérience scientifique d'un côté, expérience intérieure de l'autre, qui laisse béante la question éthique, c'est-à-dire la question que l'homme se pose quoi qu'il arrive, puisqu'il s'efforce vers l'unité, il lui faut mettre en forme le monde dans sa totalité pour répondre à la question qui l'agite et qui est: comment agir dans ce monde, comment agir dans cette vie. Le mutisme positiviste est un mutisme éthique, dit Broch, qui conduit politiquement au mutisme du meurtre. Alors ce mutisme, il est bruyant, il n'est pas silencieux, il produit un tohu-bohu de langage, dit Broch, d'opinion, qui accomplit comme la transmission d'un office. C'est le bruit terrible du mutisme qui accompagne le meurtre, dit Broch. C'est la rhétorique en soi, le mutisme intensifié en bruit et en pathos rhétorique. Alors à l'inverse de ce pathos rhétorique déguisé en langage, logos qui n'est pas un logos, qui est le contraire du logos, Broch cherche où se cache ce logos, où se cache l'esprit, c'est-à-dire dans quelle parole gît l'espoir. Et c'est un texte au fond qui porte en son cœur sur les résidus d'espérance dans ce temps-là. Quelle parole, dit-il, est capable de se mesurer à la mort, de dispenser un tel réconfort qu'on puisse la confronter au plus profond des espoirs du cœur. Et la parole qui porte cet espoir est la parole poétique pour Broch, cette parole poétique qui est pour lui l'origine et l'essence humaine de toute civilisation. Sans cette parole poétique, la culture prépare son autodestruction. Donc en 1934, pour Broch, le langage humain, le logos, n'existe pas, il est devenu une tâche. Et la tâche poétique fait problème. Il faudrait que s'exprime, dit-il, au moins l'espoir d'un logos pour que l'histoire de la vie redevienne celle des hommes. C'est dans cette voie-là que s'engouffre son utopie poétique à lui, qui hérite tout à fait de celle d'Hofmannsthal, dont il est un des grands exégètes. Et donc, si la parole poétique est un lieu d'espoir, c'est qu'elle ne renonce pas au mythos. S'il y a espoir poétique, c'est qu'il y a possibilité que le logos et le mythos se rencontrent, pas évidemment comme il l'a fait dans un passé devenu lui-même mythique, mais mythos entendu comme lieu du langage où l'homme redevient nature, où l'âme prend une forme tangible, où le lyrisme s'objective en récit ou en drame. Mais précisément, l'histoire de la modernité littéraire, c'est aussi l'histoire d'une crise. D'après Broch, c'est-à-dire qu'on n'a plus le mythe d'une condition humaine, c'est ce qu'il dit. D'après lui, Kafka est le dernier poète européen qui aurait créé un mythe de la condition humaine en soi. C'est ce mythe de la condition humaine en soi qui nous fait défaut. Et dans les œuvres qui tendent à ce mythe, il cite Joyce, il cite Thomas Mann, la fable ne parvient selon lui qu'au bord du mythe antique ou biblique pour emporter le deuil avec une sorte de nostalgie. Mais aux hommes de notre temps, il manque l'évidence d'une nature humaine, humano-divine, dit-il, qui serait aussi accomplissement de l'histoire. Provisoirement, ce mythe n'existe pas, aucune nostalgie ne le ressuscitera, et c'est ce manque qui a permis à l'intellectualité positiviste de s'installer et au mutisme éthique de faire régner sa terreur. Donc l'esprit est privé d'expression linguistique,
mais là il y a un acte de foi de Broch lui-même dans ce qu'il appelle l'esprit, et qui bien sûr s'ancre dans une certaine époque. Cet esprit dont il parle n'a pas complètement disparu, il semble, dit-il, s'être réfugié dans la musique, c'est de cela qu'il parle à la fin de son texte, manifestation immédiate de l'esprit qui, elle, est toujours plus audible et plane comme un signe de l'esprit et du logos. Mais il y a un dernier tournant dans ce texte où il imagine l'espoir qui resterait après que la musique elle-même se serait tue. Et cet espoir, Broch le confie à une intellection nouvelle. Si la musique cessait de se faire entendre, il resterait, dit-il, une pensée rationnelle qui, consciente de ses limites scientifiques, s'accrocherait au visible avec ce qu'il appelle une honnêteté désespérée, en avouant son ignorabimus. Cette sobriété nouvelle, dit Broch, serait le signe de l'esprit. Non pas sa manifestation immédiate, mais sa recherche rivée au visible. Une telle raison ne cesserait de s'enquérir de l'esprit qui, devenu inaccessible de l'intérieur, ne lui serait pas pourtant inconnu ni absent. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser, lorsque je lis ce texte, la fin de ce texte en particulier, lorsque je vois cette pensée s'accrocher au visible avec une honnêteté désespérée, en avouant son ignorabimus, penser au témoignage de la catastrophe, témoignage de l'inhumain, c'est-à-dire les traits de cette intellection qu'il est en train résiduelle, qui serait le dernier signe de l'esprit qu'il est en train de décrire, s'apparente à certains traits de la fameuse littérature de témoignage, à mes yeux en tout cas, celle qui témoigne de l'inhumain en tant qu'expérience, et qui construit justement, peut-être à partir d'une rupture anthropologique radicale, celle du génocide ou du camp, pour parler vite, un nouveau mythe de la condition humaine en soi, évidemment un mythe négatif, et avec elle aussi un nouveau type de connaissance poétique, un nouveau rapport peut-être entre poésie et vérité. Je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport entre ce mythe de la condition humaine en soi, dont Broch dit qu'il nous manque en 1934, et ce dont parle Jean Quérol en 1949, dans son texte sur le romanesque concentrationnaire, l'art lazarien, la nouvelle comédie inhumaine. Dans ce texte, qui est un art poétique du témoin secret, du témoin clandestin, Quérol appelle la littérature qui agonise, dit-il, sous les coups du dernier capitalisme ruiné, à se renouveler avec, dit-il, une effervescence démoniaque en esquissant un romanesque concentrationnaire. Formule très étrange, mais qui désigne un art qui appelle par ailleurs mystérieux, subtil, encore furtif, qui, si nous continuons à côtoyer les charniers de toutes sortes, il fait allusion aussi à la Chine, peut devenir, je le cite, l'art unique, inséparable de notre condition précaire d'homme. À nouveau, cette condition humaine en soi serait devenue cette condition précaire d'homme, livrée à un art furtif, un art dit lazaréen. Il en appelle à un ton neuf, celui de ce qu'il appelle à un moment de nouvelle béatitude, étrange, inquiétante, mais pénétrée d'un merveilleux et d'un féerique qui conduirait le réel. Et dans ce texte important, et à mon avis qui est poétique, au-delà de l'art poétique qu'il est en train de définir, Quérol fait un portrait de cet être lazaréen essentiellement dédoublé, qui est à la fois là-bas et ici, revenant mais pas revenu, un dédoublement que le déporté lui-même a déjà vécu dans les rêves nocturnes qu'il a eus au camp, et il a consacré un texte à ces rêves nocturnes. Le revenant vit sur deux plans distincts, dans un réel pénétré de ce qu'il appelle une magie diffuse, celle de la dépersonnalisation vécue. Cet homme est solitaire, secret, excessif mais discret, je le résume, partout étranger, partout déplacé. En somme, dit Quérol, le héros lazaréen n'est jamais là où il se trouve. C'est-à-dire que la manière dont Quérol parle du héros lazaréen ressemble fortement à la manière dont Hofmannsthal parlait du poète à l'époque présente en 1907.
Le regard du Lazaréen est dédoublé, il ne sait pas cadrer ce qu'il voit, et cela correspond à un monde lui-même dédoublé sans fin, et donc à une poésie elle-même déplacée. Et dans ce dérèglement de la vue, ou ce dérèglement de l'être lazaréen, il y a bien sûr le signe d'un dérèglement majeur de la vie elle-même, et donc aussi de la fonction poétique. Mais cette fonction poétique, précisément, se maintient, et en un sens, elle se refonde. Le témoignage, curieusement, devient l'endroit où la littérature semble recroire à nouveau en elle-même, et se ressaisir de ses capacités de redire le vrai, et c'est ce que dit Quérol ici, c'est aussi ce que disent ceux qui ont repris à leur compte à l'époque Quérol, comme Barthes par exemple, et c'est ce que dit aussi quelqu'un dont je voudrais dire un mot aussi, bien sûr, qui est Anthelme, qui reprend la question de la poésie et de la vérité. Alors, Quérol, dans sa poétique lazaréenne, insistait sur la lecture. Enfin, vous voyez bien que cette poétique naissait de la lecture des témoignages du camp. D'ailleurs, il fait le commentaire de certains de ces témoignages dans ce texte. Mais une lecture des témoignages du camp nourrit des réminiscences et des anticipations de la modernité, pas seulement celle de Kafka, il parle aussi de Camus, par exemple. Et au même moment, c'est un texte de 49, au même moment, ou presque, dans un texte de 1948, on a le texte fameux d'Anthelme, Témoignage du camp et poésie. Donc il a écrit, publié L'espèce humaine, où il y a au fond peut-être aussi quelque chose comme un mythe de la condition humaine en soi, entièrement reconstruit, mythe critique, mythe peut-être utopique. Enfin, il me semble qu'il y a une dimension, une utopie testimoniale qui se met en marche dans cette œuvre. Et parlant de la poésie, voilà ce qu'il dit, parlant des témoignages du camp, il dit « Il sera nécessaire d'étudier plus profondément les poèmes qui ont été publiés sur les camps ». Ce texte, Témoignages du camp et poésie, porte sur un de ces recueils d'anciens déportés, Maurice Honnel, Prophétie des accouchements. Et sur ce sujet, Anthelme dit « Témoignage ou prophétie, la poésie des camps est celle qui a le plus de chances d'être la poésie de la vérité ». Alors cette vérité semble surgir dans un double mouvement, je le cite, la suggestion du fait comme chose qui happe, qui va tout absorber, et aussi le flux contraire, lancinant, de la revendication de l'opprimé qui ne fuit pas le fait, mais qui l'assume et s'exerce sans cesse à le surmonter. On retrouve ainsi, presque toujours, le mouvement qui donne au moment évoqué toutes ses chances de surréalité, et le mouvement inverse qui intègre ce moment dans la conscience et la durée de l'existence là-bas. Donc Anthelme parle de surréalité, mais il parle aussi d'ailleurs de création de mythes à propos de certains passages des poésies de l'Honnête, d'objets mythiques. Donc il y a le fait, donc l'enjeu est bien le fait. L'enjeu de cette poésie est bien le fait comme chose qui happe, dit-il, et le fait que la conscience assume et s'exerce à surmonter. C'est-à-dire que cette poésie serait une forme d'exercice, un exercice d'assomption du réel. Le fait est présenté comme irréel, surréel aux yeux de l'homme d'ici, mais pourtant c'est un fait devenu fait de la conscience, intégré comme un moment de la conscience dans la durée de l'existence là-bas. L'enjeu est de produire un temps, de fabriquer un temps par le rythme poétique qui permettrait d'être à la fois ici et là-bas. Et là, on saisit bien ce qui se joue dans cette poésie de témoignage d'une manière plus générale, qui se distingue de l'histoire dans son rapport au fait. Je dirais, pour résumer les choses, que l'historien est en effet ce qu'il veut être, ce qu'il dit être, le gardien du fait passé en tant que passé, et le poète serait peut-être le gardien du fait passé en tant que présent. Je crois que c'est ce présent qui est essentiel pour comprendre ce qui se joue de singulier dans le témoignage poétique. L'enjeu de l'écriture poétique, c'est bien le fait réel, mais travaillé par la déréalisation vertigineuse, et risquant donc pour cela d'échapper à la prise de la conscience, à ce que Charlotte Delbo appelle la mémoire sensitive. Donc il s'agit de refaire du fait une chose qui happe,
qui va tout absorber, mais qu'on intègre. Antelme dit qu'il y a un danger, que le danger couru par la poésie, ce serait de fuir le fait. Il y a le danger, bien sûr, de s'en tenir à l'acte d'accusation, qui est le danger du témoignage, au sens strict, au document photographique. Mais le danger que court la poésie serait de fuir le fait, la réalité des camps, de ne la laisser qu'entrevoir à travers un contrepoint mélodique, comme il dit, à travers les thèmes d'une nostalgie, soleil, rire, couleur, etc., enveloppant cette réalité de brouillard, de mots, mais ne la pénétrant jamais. Ce que fait Quérol ne pourrait pas être décrit aussi comme ça. Une poésie de la vérité, pour Antelme, qui se distingue dans ceci bien de Quérol, ce serait une poésie qui n'enveloppe pas le fait, mais qui le pénètre par les mots, qui pénètre la réalité en tant que moment vécu, en tant que fait d'expérience. Il y a cette insistance sur la notion d'expérience que reprendra Pérec à son compte dans le commentaire fameux qu'il a fait de ce texte, la reprise qu'il a fait de ce texte et le commentaire qu'il fait de l'espèce humaine. Je cite Antelme, c'est l'essence de la poésie d'exprimer l'expérience, réalité constamment vécue, contestée et assumée. Donc il s'agit d'assumer une réalité à partir de son irréalité, comme un point de fuite du réel d'aujourd'hui, je dirais. Alors l'usage du vocable expérience indique que jamais autant les notions reçues n'auront été remises en question, puis réaffirmées comme des certitudes, ou au contraire balayées comme des mensonges, dit Antelme. Donc il y a une dimension critique, une dimension même iconoclaste de cette poésie, qui peut balayer comme des mensonges les notions reçues, ou les réaffirmer comme des certitudes. D'où cette notion de vérité qui en effet revient dans de très nombreux témoignages des camps. Et qu'on retrouve par exemple chez Charlotte Delbo, qui se réclame de la véridicité, qu'elle appelle la liberté, le droit de disposer de sa vie passerait par la diction de la vérité, et la transparence des rapports humains que le pouvoir rejette et ne supporte pas. Alors, chez Delbo, il y a cette même pénétration du réel, je crois, cette assomption, cette contestation du fait en même temps, un double mouvement qui devient une tension extrême de la pensée et du regard à la fois. C'est-à-dire que je crois dans les textes de Delbo, il y a une mise à l'épreuve véritable, violente même, du regard du lecteur, qu'elle force de fixer des réalités extrêmes, souvent ignominieuses, accablantes, qu'elle force à se poster, elle force le lecteur à se poster devant ce qu'il faut voir, avec une forme de provocation. Dans un des textes de Aucun de nous ne reviendra, il y a... ce sont deux textes en fait, c'est un diptyque, le texte de gauche, de la page de gauche s'appelle Un homme, le texte de droite s'appelle Une femme, et il compose donc un diptyque sur ces deux pages. À gauche, le poème décrit, je voulais l'apporter puis je l'ai oublié ce volume-là, Aucun de nous ne reviendra, tu l'as pas. Et donc, voilà, je le résume, il y a à gauche un déporté qui marche lentement dans une colonne d'hommes et qui est mordu aux fesses par un chien mais qui continue de marcher. Et à droite, il y a une femme juive qui hurle, qui est traînée à terre par les bras vers le 25. Le 25, c'est la mort. Son pantalon est défait, je résume. Il est retenu aux chevilles et il traîne derrière elle à l'envers. Et le texte précise que c'est un pantalon d'homme, ce qui est le signe majeur de l'extrême misère pour cette femme. Donc l'homme et la femme sont retirés à leur humanité et même à leur sexe pour être livrés au règne animal. Le chien marche sur deux pattes, la gueule au fondement de l'homme, et la femme, avec ses reins nus et ses fesses pleines de trous, de maigreur, sales de sang et de sanie, et une grenouille dépouillée. Et les deux parties du diptyque comportent la même légende, cette formule « essayez de regarder, essayez pour voir ». Donc c'est une poésie qui ne décrit pas, elle le dit souvent, elle dit qu'elle dit, ni qu'elle ne raconte ni ne décrit, mais qu'elle tente de dire, qui donne à voir, qui veut empêcher que l'expérience ne devienne ce que Delbo appelle une collection de réflexions et de reflets, d'attitudes et d'intentions.
Lorsqu'on lui demande de définir sa manière d'écrire, c'est l'entretien de François Bott en 1975, elle dit qu'elle ne peut pas, qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle écrit sur Auschwitz. Soudain revêt la forme du poème. Elle voit un personnage se dessiner et se mouvoir sur une scène imaginaire, et une voix se précise qui n'est la voix de personne. Et toujours la même voix, dit-elle, revient, le même ton chaque fois que j'écris sur Auschwitz. Je ne saurais dire pourquoi. La souffrance, l'horreur a ce paroxysme grave dans la mémoire, dans la sensibilité, des marques indélébiles. Donc il y a cette étrangeté du ton, cette voix qui vient d'ailleurs, et qui vient précisément de ce dédoublement de soi dont parlait Kerol. Et le chant poétique lui-même vient de cette coupure de soi-même et inflige au lecteur constamment une blessure que ce chant tente aussi constamment de soigner. Alors il y a là le fameux travail de la mémoire qui prend forme poétique. Charlotte Delbo a une définition de l'oubli que je trouve très intéressante. J'appelle oubli, dit-elle, cette faculté qu'a la mémoire, donc l'oubli est une faculté de la mémoire, de rejeter dans l'insensible le souvenir d'une sensation chaude et vivante, de le transformer en images qui ont perdu leur pouvoir enivrant ou atroce. C'est dans Spectre, mes compagnons. Et alors je crois que la force des poèmes de Delbo tient à cette lutte contre le rejet dans l'insensible des souvenirs, et donc à ce pouvoir redonné aux images du camp par la mémoire, une mémoire inscrite dans le corps sous la forme d'instants. Auschwitz, dit-elle, est si profondément gravé dans ma mémoire que je n'en oublie aucun instant. Et on lui demande alors vous vivez avec Auschwitz? Et elle répond non, je vis à côté. C'est dans la mémoire et les jours. Donc on a chez Delbo une poésie du paroxysme. C'est la poésie peut-être la plus paroxystique, poésie de témoignage au sens fort du terme, une poésie de l'atroce et de l'enivrant en même temps, le pouvoir enivrant ou atroce, et il doit y avoir ces deux pouvoirs qui installent les personnages toujours sur ce qu'elle appelle elle-même une scène imaginaire pour retrouver cette sensation chaude et vivante qui donne l'image d'un pouvoir de résurrection du moment présent, cet instant extrême que la mémoire ne doit surtout pas oublier mais qu'elle doit rendre à nouveau présent. Donc elle inflige au lecteur, avec cet instant-là, et ces instants se démultiplient au cours des recueils, le caractère incontournable, écrasant du réel tel qu'il a été vécu au camp. Elle dit la réalité était là, mortelle, impossible de s'en abstraire. C'est donc une poésie qui s'interdit cet oubli du sensitif, du souvenir sensitif, et qui s'interdit surtout l'abstraction, qui nous ramène constamment avec violence au réel le plus concret, le réel du corps, un réel à la fois assumé et contesté. C'est cette réalité mortelle à laquelle on ne pouvait pas se soustraire qu'il faut faire revivre et voir à chaque page. Alors avec cette scène imaginaire dont elle parle, le poème prend la dimension d'un chant tragique. Elle dit viser la vérité de la tragédie, je la cite, ce à quoi je voulais atteindre, c'est une information plus haute, inactuelle, c'est-à-dire plus durable, celle qui ferait sentir la vérité de la tragédie en restituant l'émotion ou l'horreur. Et au fond, on pourrait voir toute la poésie de Charlotte Delbo comme une pièce tragique dont l'argument serait, là je cite un poème de Aucun de nous ne reviendra, celui-ci, une plaine couverte d'hommes et de femmes, pour les bêches, les wagonnets et les marais, une plaine de froid et de fièvre, pour des hommes et des femmes qui luttent et agonisent. C'est-à-dire qu'on a représentation, sur une scène imaginaire en effet, d'une humanité minimale, réduite à l'expédient en tout, où le corps humain, le corps féminin en particulier, dont elle parle davantage encore, se confond avec la terre, avec la boue, avec la poussière. Et ce monde-là, il est en quelque sorte ressuscité sur un mode incantatoire, presque hallucinatoire, par une parole rythmée, une parole extrêmement nerveuse, qu'on pourrait situer entre la tragédie antique, puisqu'elle se réclame elle-même de ce genre tragique, et le poème lyrique. Il y a un usage d'ailleurs des pronoms entre le il, le elle et le nous et le vous,
qui fait tout à fait penser à la parole du cœur. Au centre de cette scène tragique, il y a donc le corps vivant, humain, sexué, et deux grands personnages dans ce théâtre, l'homme, la femme, qui sont souvent deux collectifs que la réalité du camp sépare constamment et que le poème constamment tente de rassembler à nouveau. C'est ce qui fait dire c'est ce qui m'a fait tenter d'analyser l'œuvre de Delbo à partir de la notion qu'elle utilise elle-même de la grande tendresse. Nous avions pour les hommes une grande tendresse, c'est le début d'une connaissance inutile. Et j'ai essayé j'ai parlé dans un texte que j'ai publié de la tendresse d'Antigone, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage qui réapparaît dans l'œuvre de Charlotte de Gaulle sur le camp. Elle dit qu'au camp, la lumière extrême, aveuglante, corrosive d'Auschwitz a dissous les spectres que sont les personnages de théâtre qui lui étaient si familiers, en particulier Alceste n'a pas pu survivre, Électre elle-même ne peut pas survivre, Électre, celle qui parle aux morts, celle qui lui parle en tant que survivante si bien, seule Antigone, dit-elle, a pu survivre pour elle dans la plaine de Birkenau, Antigone qui était le personnage de Sophocle, cette jeune femme qui enterrait son frère avec ses mains, en le recouvrant de poussière. Donc il y a ce geste-là de la sœur, dans tous les sens du terme, qui enterre le corps de son frère. À mon avis, il surplombe toute la poésie de Delbo, qui travaille évidemment à quelque chose comme un rite funéraire ou un substitut de rite funéraire, et dans les textes mêmes, puisqu'il n'y a eu évidemment aucun enterrement possible dans cette plaine de Birkenau, il y a des gestes de substitution qui sont des gestes de protection souvent impuissants, des gestes de tendresse justement que les femmes s'adressent entre elles et qui parfois font des femmes aux hommes lorsqu'ils peuvent communiquer. Et c'est l'un de ces gestes est celui d'une sœur qui enterre sa propre sœur en la déposant de la manière la plus douce possible sur la neige, avant qu'elle ne soit emmenée évidemment comme un objet mis à la décharge, brûlé. Et elle parle à ce propos d'un sacrement de tendresse. Comme si donc il y avait dans ces gestes-là que toute cette poésie tente de montrer quelque chose qui se substituerait à cet exploit d'Antigone qui entourait avec ses mains, avec la poussière, le corps de son frère. Alors, au moment même où Delbo était déporté, c'est le fameux convoi du 24 janvier 1943, Starobinski écrivait un texte, Introduction à la poésie de l'événement, où il définissait le témoignage poétique à partir du rôle du cœur. Je le cite, « Lié à l'accident, à un présent fait d'angoisse, le cœur est engagé dans une participation douloureuse qui est le véritable rôle du témoin. C'est ici qu'on aperçoit dans son ampleur tout ce que signifie le mot témoignage, le témoignage poétique. Il y a un témoignage qui est l'aveu, la déposition sincère d'une aventure singulière et personnelle, mais qui ne développe pas le sens entier du mot. Je verrai une image plus totale du témoignage dans l'acte de celui qui a les yeux ouverts en face de l'histoire et son fond dans l'éternité pour élever, tout à la fois à travers son moi singulier et l'événement collectif, un chant qui tente de restituer l'homme au-delà de son malheur. » Donc le témoignage s'accomplirait dans son véritable rôle en devenant poétique, c'est-à-dire avec cette action du regard et du chant à la fois, tentant à la fois de regarder l'histoire et de restituer l'homme au-delà de ce malheur. Un acte d'autofondation, se fonde en éternité, qui prend pied dans un autre temps que celui de l'histoire pour pouvoir regarder ce temps historique et élever ce champ à une hauteur nécessaire. Alors j'ai essayé de tracer une ligne qui serait celui de l'avant de la catastrophe, d'un pressentiment de la catastrophe et d'une écriture de la catastrophe et d'après la catastrophe, cette écriture de la mémoire très particulière, et qui prend la charge de la diction du vrai, qui serait le propre de cette poésie de témoignage. On pourrait
retracer tracer cette ligne de toute autre manière. L'après de la catastrophe, il s'est formulé évidemment après d'autres catastrophes et tout autrement. Et je pense mais je pense à chaque fois, il y a cette dimension d'un acte de foi, en fait, dans le langage poétique, d'un espoir, qui s'appelle très souvent espoir. Il y a dans tous ces textes une critique fondamentale, une critique politique de l'espoir comme instrument du mal, comme dirait Cartès. Mais il y a aussi une sorte de credo, de profession de foi qui se réaffirme dans la langue. Dans la langue en tant que logos, comme le disait Broch, qu'il entendait en tant que possibilité d'interprétation, possibilité de dialogue et de création et connaissance poétique, au-delà même de tout cela. Alors, je pense à la catastrophe d'Hiroshima et à ce livre que Claude a consacré à la poésie de Togo Sankichi, poème de la bombe atomique, tout à fait extraordinaire. Et je vais m'arrêter un peu, puis peut-être lui demander de lire lui-même le texte qui s'appelle Espoir. Peut-être la première page seulement. Puis tu penses Juste la première page. Oui, ou alors. Donc, Espoir, c'est donc un des poèmes de Toge Sankichi, témoin de Hiroshima, puisqu'il était à Hiroshima au moment de l'explosion de la bombe, et il a écrit ses poèmes dans les années qui ont suivi. Espoir. Il faut nous tenir debout face à ces formes défigurées. Il faut exposer nos propres chemins à ces atrocités. La voix qui vient à tourner les pages est plus profonde que les ténèbres. Les larmes dont ces peintures, l'une après l'autre, car il parle en fait de peintures qui ont été faites par un couple de peintres japonais après Hiroshima. Les larmes dont ces peintures, l'une après l'autre, sont chargées, pèsent lourd, elles ne sécheront pas. Je vois réellement dans ces tableaux des visages d'amis proches qui ont fui, des visages d'êtres aimés qui sont morts, des innombrables agonies d'images humaines qui, nues, pressées, se collent à mon cœur. Il émane une terreur, où ce qui gît de l'autre côté des flammes et me fixe, c'est sans aucun doute mes propres yeux. Ah, redresser des jambes tordues, recouvrir des hanches nues, défaire un par un des doigts nus et sanglants, ce désir, qui pourrait l'empêcher? Menace d'une guerre nouvelle au-dessus d'un Japon en train de mourir. L'éclair de la bombe atomique fut lâché, supprimant dans l'instant les vies de 200 000 habitants. Qui pourrait alors contenir les colères sans fond qui se réveillent? La guerre dont il parle, c'est la guerre de Corée. Tu ne veux pas dire plus? Moi, j'aimerais bien que tu lises aussi l'avant-propos. C'est très court. On a la fin, Espoir, c'est le dernier poème, et l'avant-propos, donc... Oui. L'avant-propos de ce recueil, donc, qui a été... Donc Toge Sankichi est mort assez vite, parce qu'il avait été iranien, bien sûr, et quand il est mort, un de ses amis a mis, il est mort à l'hôpital, un de ses amis a mis le recueil sous sa tête, voilà, comme un oreiller. Alors l'avant-propos figure aussi en tête d'un livre très important, ce sont les notes de Hiroshima de Oe Kenzaburo. Vous voyez Oe, le grand romancier japonais, et qui est allé des années après, je ne sais plus en quelle année, là, je sais pas, à Hiroshima, donc il ne témoigne pas de ce dont témoigne Toge, il témoigne des conséquences, puisque une des originalités, évidemment, si on ose dire, de ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est que les conséquences n'ont pas cessé. Ce n'est pas un instant, c'est une ouverture temporelle d'un désastre biologique aussi. Donc, ce texte que je vais vous lire très vite, très court, Oe l'a mis en tête de ses notes de Hiroshima. Nous l'avons retraduit, car je trouve que nous avons trouvé que la traduction ne rendait pas justice. Avant-propos. Rendez le père, rendez la mère, rendez les vieux, rendez les enfants, rendez moi-même et ceux qui me sont liés. Les humains, rendez-les. Tant qu'il existe des humains, un monde des humains, la paix qui ne puisse se détruire, rendez-la. Tu pourrais dire un mot de
tu dis, c'est ce que tu cites de Celan à la fin de ton introduction à propos du poème Strait. Alors, tu me prends dépourvu, mais en effet, à la fin de l'introduction que j'ai faite pour l'introduction de ce recueil, je mentionne deux poètes qui sont non pas des témoins de Hiroshima, et surtout pas au sens de Togé, mais qui répercutent Hiroshima. Et il y a un fragment de poème de Nelly Sachs, dont je ne cite pas, et puis il y a une lettre de Paul Celan, du 10 août 1962, c'était bien après Hiroshima, et je lis, alors peut-être ce qu'elle est, c'est ça. Alors, je cite Celan. Dans mon dernier recueil, Grille de paroles, tu trouveras un poème, Strait, qui évoque les ravages de la bombe atomique. Dans un passage central, il figure, sous forme fragmentaire, cette parole de Démocrite: il n'y a rien que les atomes et l'espace vide, tout le reste est opinion. Point n'est besoin, poursuit Celan, point n'est besoin que je souligne au préalable que le poème est écrit pour l'amour de cette opinion, pour l'amour des hommes, donc contre tout vide et toute atomisation. Il y a un usage, je ne sais pas si tu travailles avec ça, un usage de la parole de Démocrite qui le retourne, qui la tord, qui la déporte complètement, évidemment en passant de l'atome au sens épicurien à l'atome moderne, mais l'amour de l'opinion, c'est-à-dire en principe ce contre quoi le philosophe se dresse, l'amour de l'opinion, c'est-à-dire l'amour des liens entre les hommes, l'amour du logos peut-être, mais au sens où on fait avec ce qu'on peut, avec la parole qu'on a. Et c'est ça qu'il faut défendre, l'amour des hommes tels qu'ils sont, en réalité, contre le vide et l'atomisation, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est aussi important que ce soit... Alors, ce qui me semble étonnant, c'est que... Enfin, c'est pas si étonnant puisque c'est une lettre, c'est pas... Jamais Celan n'aurait pu s'exprimer, je crois, de manière aussi affirmative et positive en parlant de l'amour des hommes. Il ne fait jamais dans sa poésie. Là, c'est une lettre. Mais on y voit précisément se dire ce que j'appelais cet espoir, cette espèce d'acte de foi qui fait lutter encore contre toute atomisation, alors qu'on est Paul Celan et qu'on est en train de parler de sa poésie, et alors qu'on est Claude Auchan et qu'on cite Celan parlant de la poésie d'après Hiroshima. C'est ça qui me semble important. Et puis cette dimension de l'apostrophe, rendez-vous, rendez-vous, cette dimension de l'adresse, la poésie de témoignage comme essentiellement adressée, mais là c'est vraiment toi qui dois parler de ça, parce que le livre de Claude, qui, si je criais, est habité, véritablement travaillé par cette idée-là de la poésie comme essentiellement adressée. Justement, tout ce que tu viens de dire me ramène à ça, en effet, parce que tu dis, jamais Celan n'aurait, là il dit dans une lettre intime, il dit son amour des hommes, pour l'amour des hommes, il ne dirait jamais dans un texte poétique, mais en un sens, cet amour des hommes qu'il ne dit pas est impliqué dans cette adresse. C'est ce fameux poignée de main dont il parle. Mais à ce moment-là, et ça c'est très important aussi dans la poésie de témoignage, c'est qu'elle, non seulement elle a son contenu factuel, etc., mais elle a ce geste, elle a ce mouvement. Elle est dans sa constitution aussi, ce rapport rétabli. Et ça, c'est ce que Celan implique dans ses poèmes, sans jamais le thématiser dans ses poèmes. Et là, il le thématise dans le... Et c'est ce que tu retrouves en effet avec le poème liminaire de Togé Sankichi, en démon. C'est la même chose. Je suis sûre que Michel a des choses à dire là-dessus. Comment ? Rien à dire là-dessus. Ça, non. Très allez-y. Enchaîne. Alors, peut-être, puisqu'on en est à l'adresse, on pourrait peut-être lire le poème de Charlotte Delbo, La prière aux vivants. Tu ne l'as pas ? Je crois que je vais l'avoir. Je suis désolé, là, tu m'as... Tu veux que je ne le lise pas ? Non. Moi, c'est comme tu veux. Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné, vous êtes beau si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement.
avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou, comment vous pardonnez d'être vivant. Vous qui passez bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonnez, ils sont morts tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux, elle vous aime, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonnez d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Je reviens d'au-delà de la connaissance, il faut maintenant désapprendre, je vois bien qu'autrement je ne pourrais plus vivre. Et puis, mieux vaut ne pas y croire à ces histoires de revenants. Plus jamais vous ne dormirez, si jamais vous les croyez, ces spectres revenants, ces revenants qui reviennent sans pouvoir même expliquer comment. C'est la fin d'une connaissance inutile, c'est-à-dire le deuxième volume de Auschwitz et après. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps, pas vraiment, si un petit peu, oui. Alors, je voulais en fait, oui, donc je vous disais, cette courbe qui va du pressentiment de la catastrophe au témoignage au présent de la catastrophe, on pourrait l'évoquer différemment avec la poésie russe, qui pour moi compte beaucoup, même si je ne connais pas le russe. Je suis un peu tombée dans la marmite lorsque j'étais adolescente, parce que je suis camarade de classe de Andrei Markovitch, et donc il m'a énormément lu de poèmes russes de manière extrêmement rythmée comme il le fait. Et pour moi, la poésie est fondamentalement liée à ce rythme-là, tant entendu par sa voix dans la langue russe, qu'il tentait de traduire. Comment c'est qu'il traduit? Alors, j'ai envie de parler de Mandelstam, parce que pour moi, Mandelstam, c'est vraiment le poète. Enfin, c'est une espèce de figure très très bouleversante et très forte, très puissante à la fois, d'enfant poète. Et je crois que toute sa vie et toute son œuvre est traversée par cette question-là de la poésie qui devient témoignage à un certain moment de son histoire, de son œuvre. C'est un autre poète dans l'époque présente, je dirais, l'époque présente étant bien sûr l'URSS des années 20 et 30. Et dans les années 20, le poète de l'époque présente, pour Mandelstam, c'est le portrait qu'il fait de lui-même comme un être sans mémoire. C'est dans Le bruit du temps, en 1925. J'ai envie de lire ça, si je retrouve mon bouquin. Si cela dépendait de moi, à l'évocation du passé, je me contenterais de faire la grimace. Un peu plus loin. Un roturier n'a pas besoin de mémoire, il lui suffit de parler des livres qu'il a lus, et voici sa biographie toute prête. Là où l'épopée des générations heureuses s'exprime en annales et en hexamètres, moi, je ne dispose que d'un signe de béance. Entre mon siècle et moi, il y a un buisson creux, un fossé rempli de temps bruyant, place réservée à ma famille et aux archives domestiques. Que voulait exprimer ma famille, je l'ignore. Elle était née avec un cheveu sur la langue, et pourtant elle en avait des choses à raconter. Le poids de ce cheveu pèse sur mes épaules, comme sur celles de beaucoup de mes contemporains. Nous n'avons pas appris à parler, mais à balbutier, et ce n'est qu'en écoutant le bruit croissant du temps, et blanchi par l'écume de sa crête, que nous avons trouvé l'usage de notre langue. Il dit aussi, la poésie est un soc qui retourne le temps de telle sorte que ses couches profondes, son tchernosium, se retrouvent à la surface. Voilà, donc il y a cette béance entre les générations précédentes et lui-même, entre son siècle et lui, comme il le dit de manière très forte. Mais il y a donc cette langue trouvée, cette langue poétique cherchée et trouvée, et qui est une langue qui célèbre la vie. Il y a chez Mandelstam une manière de toujours procéder à la critique de la littérature et même de la poésie, à un certain moment dans son œuvre, en direction
de quelque chose qui ne s'appellerait même plus poésie, hein, qui serait presque équivalent à la vie. Alors on sent ça en fait dès les années 20, où il y a une forme d'ironie, parfois tendre, amusée, et parfois au contraire très violente et cruelle pour les hommes de lettres. Hein, le poète, dit Mandelstam, n'est pas un homme sans profession, inapte à toute autre chose, il est un homme qui est allé plus loin que sa profession, qu'il l'a soumise à la poésie. Hein, et c'est dans un texte qui s'appelle L'Armée des poètes, hein, où il fait la description presque satirique de la génération de jeunes Russes malades de la poésie, c'est-à-dire que des gens qui se spécialisent dans la fabrication de vers, qui sont souvent de mauvais vers, hein, et qui se révèlent, qui se montrent inaptes à la vie, en tout point. Donc il y a comme un choix chez Mandelstam de la vie contre le poète, contre le poème, en tant d'ailleurs aussi que texte écrit, en tant que texte à garder, conserver, archiver. Tout se passe dans le chant, dans l'oralité, dans la mémoire. Et c'est évidemment Nadezhda Mandelstam qui aura à faire le travail de néanmoins archiver pour la mémoire ultérieure, hein, et qui a fait ce travail et qui l'a commenté elle-même dans son très grand livre, hein, Contre tout espoir. Alors il y a eu justement, comme elle le raconte dans ce livre Contre tout espoir, un moment qui était un moment de cassure, hein, où Mandelstam a cessé d'écrire, hein, et il n'a pas été le seul dans ce cas-là. Akhmatova, Pasternak, dans ces fameuses fins des années 20, des années 30, ont cessé d'écrire. Il y a eu les suicides de Mayakovsky, d'Essénine, et Mandelstam s'est tu en tant que poète. Et puis il y a eu à un moment, en 1928, 29, 1930, une prise de conscience, dit-elle, qui était la prise de conscience du témoin après le silence poétique. C'est dans la 4e prose, hein, publiée en 1931, que s'exprime la rupture qui a donné lieu à cette prise de conscience de témoin. Nadezhda Mandelstam écrit à ce sujet « La prose libère le poète et lui redonne le sentiment de son bon droit. Mandelstam était devenu plus robuste, et c'était à présent un témoin. Son don de la poésie lui était revenu en Arménie, et une nouvelle période de sa vie commença alors. » Et elle dit d'ailleurs qu'elle-même, à cette période, elle s'est mise à comprendre comment naissait la poésie. À partir du moment où cette poésie devient chez Mandelstam une manière de témoigner, elle est devenue elle-même ce qu'elle appelle le témoin involontaire de son travail. Et le texte Contre tout espoir est non seulement un très grand témoignage sur la vie en Union soviétique dans ces années-là, mais bien sûr un témoignage aussi du travail poétique tel que le menait Mandelstam. Voilà, c'est ce que j'allais te proposer, la lecture du poème du soldat inconnu. Le début. Ouais. Oui, juste un sais pas. Oui. Voilà. En effet, si je peux dire un mot là-dessus, mais c'est vas-y, si je me trompe, parce que je n'ai pas travaillé. Tu n'as pas révisé. Pas révisé. Mais ce poème, Le soldat inconnu, je crois que c'est probablement le plus long de Mandelstam. Il y en a un autre qui est celui qui tourne à faire un cheval. Enfin, je ne sais pas si on m'entend là, ou peut-être que je peux... Ah oui, pas trop. Oui. Merci. Donc, ce poème, Le soldat inconnu, date de 1937, Voronezh, écrit à Voronezh, dans l'exil intérieur où était Mandelstam. Et ce qui me paraît, si tu n'es pas d'accord, tu me dis tout de suite, parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ce poème, Le soldat inconnu, se retourne vers la Première Guerre mondiale, donc une première catastrophe, en fait, et en même temps parle de ce qui laisse entendre, implique, enfin. Il y a ce qui est dit directement, il y a ce qui est dit par implication dans des poèmes de ce style-là, dans la menace aussi, parce qu'après tout, il écrit sous la menace, comme dirait Neil Isaacs. Et donc, il y a ce qui est dit frontalement, il y a ce qui est dit par latéralement et par implication. Et donc, non seulement la violence extrême de la Première Guerre mondiale, mais la terreur, le régime de terreur sous lequel il écrit. Et en plus, je pense, on l'a dit, je ne crois pas être le seul à le penser, dans ce poème, s'anticipe la possibilité de catastrophe imminente, en particulier de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a là un tournoiement autour de ce poème de violences extrêmes,
qui est absolument extraordinaire et qui fait de ce poème un poème central. Un poème très difficile au demeurant, hein, très très nourri de toutes sortes d'associations, de relations, de pensées cosmiques, etc. C'est un poème extrêmement difficile. Mais je lis donc juste les premières strophes dans une traduction. Il y a plusieurs traductions de ce poème. Ça, c'est la traduction de Louis Martinez. Et il est frappant, je le lis aussi parce qu'il est très frappant que le mot témoignage apparaît dans le texte, et aussi que dans la dernière strophe, le dernier vers de la dernière strophe que je vais lire, apparaît l'image de la tombe dans l'air. Cette image de Ceylan, qui sera celle de Ceylan 10 ans plus tard, même pas, dans La fugue de mort, et chez Mandelstam. On sait à quel point Ceylan s'identifie à Mandelstam, mais aussi, il est sûr aussi que Ceylan ne pouvait pas avoir lu ce poème, qui n'avait pas été publié à l'époque. Donc il y a là une rencontre assez incroyable. Le soldat inconnu, que l'air en porte témoignage en son cœur à longue portée, ô glouton nettoyeur de tranchées, océan, matière emmurée. Pourquoi faut-il que les étoiles s'acharnent à guetter la perte du juge et du témoin mêlés dans cette mer, matière sans fenêtre? Morne semeuse et manne qui n'a pas de nom, la pluie en elle garde le souvenir des croix marquant de leur taillis tout l'océan, tout l'assaut déployé. Famélique, chétif, d'autres hommes auront froid, auront faim et tueront. Et nul ne saura quel soldat fut couché dans les lustres tombes. Apprends-moi, chétive hirondelle qui a désappris à voler, comment, sans timon et sans aile, maîtriser ton sépulcre d'air. C'est impressionnant parce qu'on retrouve l'hirondelle qui était dans Tristia et qui savait encore voler dans Tristia, qui était pourtant déjà souterrain. La poésie d'exil. Elle volait en enfer, mais elle volait encore. Et alors Mandelstam dit à propos de ce poème qu'on y sent la difficulté que Mandelstam avait à respirer au sens le plus organique du terme. Hein. Il était atteint de crise d'asthme à ce moment-là, évidemment, d'angoisse. Et elle insiste aussi, alors elle dit que ce qui terrorisait Mandelstam, c'était l'image, la vision d'un monde sans homme, en fait, d'une terre sans désertée des créatures humaines. Et elle évoque aussi le caractère justement anticipatoire, hein, prophétique, mais que Mandelstam lui-même affirmait. Hein, il estimait que la matière poétique était en elle-même prophétique. Elle le cite à ce sujet-là. Et Mandelstam, raconte-t-elle, hein, dans ce chapitre consacré entièrement à ce poème du soldat inconnu, lui disait: tu vas voir que tout ça va se terminer par une alliance entre Hitler et Staline, hein, et tout se passera comme dans le soldat. Alors pour elle, qui écrit longtemps après, dans les années 60, elle voit aussi l'anticipation d'une nouvelle arme destructrice. Et elle parle d'Hiroshima. Une nouvelle arme destructrice en guerre, hein, par quoi l'humanité aurait le pouvoir de se détruire intégralement elle-même. Alors, on sait ce qu'il s'est passé pour Mandelstam. Hein. Je voudrais citer à propos de cette notion de poète du présent, de l'époque présente, hein, qui vit avec ses contemporains sans être le contemporain de personne. Mandelstam s'est fabriqué, s'est choisi, hein, a élu des contemporains, parmi eux bien sûr, hein, et surtout Akhmatova. Et je voudrais juste rappeler une histoire qui est racontée par Véronique Losky dans le livre qu'elle a consacré, très beau, à Akhmatova et Tsvetaeva. Mandelstam, en 1933, à Leningrad, faisait une lecture poétique, hein, où il lisait ses textes sur l'Arménie. Et à un moment, donc, on entend dans les couloirs, hein, des bruits de pas, et puis des gens qui arrivent et qui lui font passer un papier. Il est en tribune, hein, et ils lui font passer un papier où on lui demande de parler de ce qu'il pense, de dire ce qu'il pense de la poésie contemporaine, précisément. Hein. Et
Mandelstam commence à froisser le papier nerveusement, alors qu'il était jusque-là dans des explications, enfin, lectures qui fascinaient son public. Et puis à un moment, il se lève, il jette la tête en arrière et il se met à dire avec une certaine solennité, je suis le contemporain d'Akhmatova, je suis l'ami de mes amis, je suis le contemporain d'Akhmatova. Or, Akhmatova, évidemment, était la poétesse, la grande poétesse russe, interdite de publication depuis l'arrestation de son fils en 1900. Déjà l'exécution de son mari, bien sûr, en 1921. Et dans ces années 30, elle écrit, dans 30 et 40 et encore 50, même s'il y a un moment pendant la guerre en fait, où elle peut réécrire parce qu'elle écrit des poèmes patriotiques. Elle est quand même interdite de publication, elle se tait, elle écrit les fameux poèmes qui composent le recueil Requiem sans les publier. Ils sont publiés beaucoup plus tard, dans les années 60, et à Munich. Est-ce que tu veux bien, Claude, lire peut-être l'introduction au Requiem? Je te propose de l'introduction et l'épilogue. Oui, très bien. Parce que ça va répondre à ce que tu dis. Donc, je rappelle, Akhmatova, Marie Goumilev, poète, exécutée, je ne sais plus en quelle année, enfin, bien sûr, dans 1921, donc très tôt. Elle a un fils qui, comme fils de Goumilev, selon la logique stalinienne, sera lui-même arrêté et mis en prison. Et le poème Requiem est le poème de cette femme dont le mari a été exécuté et dont le fils est en prison. C'est cette femme qui va tous les jours devant la prison Les Croix. Qui restera en prison jusqu'en 1956. Je crois que c'est quelque chose. En manière de préface. Donc là il y a des, dans Requiem, il y a en fait des poèmes qui sont enchaînés, qui sont mis ensemble, mais certains sont de dates différentes. En manière de préface, j'ai passé 17 mois au cours de terribles périodes du pouvoir de Yezhov à attendre mon tour aux portes des prisons de Leningrad. Quelqu'un, un jour, m'a identifié. Alors, derrière moi, une femme aux lèvres bleuies, qui ne connaissait même pas mon nom, est sortie de cet abattement qui était le nôtre pour me glisser à l'oreille, là-bas on parlait qu'à voix basse, et ça, vous pouvez le décrire? Et j'ai répondu, oui, je peux. Une sorte de sourire alors a glissé sur ce qui avait été son visage. 1er avril 1957, Leningrad. Je vais vous lire l'épilogue, après les autres poèmes qui composent Requiem et qui évoquent donc ce que c'est que d'être témoin. Alors là, on a un sens terrible, puisque c'est être contemporaine de l'emprisonnement de son fils et de l'imminence d'une toujours possible exécution. Épilogue. J'ai appris à connaître les visages qui s'affaissent, la peur dans les regards, sous les paupières, la douleur qui creuse ces lettres cunéiformes sur la page rugueuse des joues, la couleur des boucles noires ou cendrées qui devient argentée brusquement, le sourire flétri sur les lèvres résignées, le rictus de terreur sous le rire tendu. Je ne prie pas seulement pour moi, je prie pour toutes celles qui attendaient avec moi, dans le gel terrible, dans juillet brûlant, au pied du mur rouge devenu éblouissant. La traduction est de lui, Henri de lui. Oui, Akhmatova et Mandelstam étaient des amis très proches, très chers. Mandelstam raconte que à chaque fois qu'ils se retrouvaient, elle avait l'impression de voir s'amuser deux enfants, le sautier, moqueur. Et il y a quelque chose aussi qui les réunit très fort, c'est cette idée d'une poésie qui s'est écrite et qui s'est transmise, je dirais sans l'écrit, qui s'est composée ou qui s'est transmise oralement.
Mandelstam a parlé très souvent, en fait, de son propre refus de l'écrit, de ce qu'il appelle, alors ce qui est devenu, à partir des années 30, à partir de la rupture des années de l'affaire Gordfeld, puisqu'il a été accusé de plagiat, ce qui était déjà une attaque du poète derrière le traducteur, parce que c'est le plagiat du traducteur qui était en jeu. À partir de ce moment-là, donc, dans la 4e prose, il y a un acte véritablement violent de rupture avec le monde des écrivains, des éditeurs, des philologues, ce qu'il appelle la chiennerie, la tribu chienne, et à quoi il s'oppose comme le poète sans manuscrit, le poète sans archives. Je voudrais vous lire la 4e prose, tout petit bout. Je n'ai pas de manuscrit, pas de bloc-notes, je n'ai pas d'archives, je n'ai pas d'écriture, pour la raison que je n'écris jamais. Je suis le seul en Russie qui travaille à la voix, quand cette saloperie de meute enrage autour de moi écrit. Un écrivain, moi, hors de ma vue, crétin. Par contre, j'ai plein de crayons, tous volés et de toutes les couleurs. On peut les tailler au petit rasoir Gillette. On trouve ça aussi dans une lettre que je trouve très belle, qu'il écrit à Nadejda, sa femme, donc, le 28 avril 1937, peu avant sa déportation. Tu veux bien la lire? On veut lire un petit bout? Je l'avais photocopié, je l'ai foutu. Je l'ai là aussi. Non, j'ai beaucoup de choses dans mon Oui, je suis un peu perdu. Tiens, regarde, voilà, j'ai vu. C'est tout. Voilà, peut-être tu laisses tomber ce passage-là. Donc je lis le début, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, une lettre de Mandelstam à Nadejda Mandelstam, Voronezh, 28 avril 1937. Nadik, mon petit enfant. Faut que je prenne le truc, là, parce que Nadik, mon petit enfant, que vient te dire cette lettre? Te l'apportera-t-on le matin ou la trouveras-tu le soir? Alors, bonjour mon ange, bonne nuit, et je t'embrasse, ensommeillée, fatiguée, ou lavée, toute fraîche, affairée, courant vers de bonnes affaires, judicieuses et raisonnables. J'envie tous ceux qui te voient. Tu es pour moi Moscou, Rome et le jeune David. Je te connais par cœur et tu es toujours nouvelle et je t'entends sans cesse ma joie. Ah, Madinka. Chez nous, c'est la paix et la quiétude. Il n'y a que moi qui brouille tranquillement. Je suis gai, je t'attends, je ne veux rien d'autre que toi. Je te montrerai un coq superbe qui chante 300 fois de 4 à 6 heures du matin. Le petit chat Poutuok court partout et les jeunes saules sont verts. Je saute un morceau de là. En réalité, je suis maintenant dans une forme rare et prêt pour la vie. Nous la commencerons là où nous jettera le destin. Maintenant, je serai plus fort que mes vers. Ils nous ont assez menés à la baguette. Révoltons-nous. Alors, les poèmes se mettront à danser au son de notre chalumeau, et peu importera que personne n'ose en faire l'éloge. J'aime tes yeux intelligents et clairs, ton jeune front un petit peu vieux. Maman a parfois de l'esprit. Notre vie commence à lui plaire. Quelle horreur! Nadik, viens nous voir, et ne laissons pas maman s'en aller. J'embrasse mon enfant, et je t'attends. Nia, nia. Tu n'es pas fâché que j'ai qualifié ton front d'un petit peu vieux? Voilà, je serai plus fort que mes vers. Ils nous ont assez menés à la baguette. Révoltons-nous. Alors les poèmes se mettront à danser au son de notre chalumeau et peu importera que personne n'ose en faire l'éloge. Alors cette émancipation de la poésie à l'égard du poète, en fait, du souffle poétique, j'allais dire, à l'égard des vers eux-mêmes, et donc aussi bien sûr de ceux qui devront les juger, en faire ou pas l'éloge. C'est un mouvement qui pour moi s'achève dans le fameux texte de Varlam Chalamov qui s'appelle Chéri Brandi dans les récits de Colima, qui évoque la mort de Ossip Mandelstam et qui évoque donc le flux et le reflux des pensées de Mandelstam mourant, du poète mourant. Le poète se mourait, ainsi commence la prose poétique de Chalamov. Et lorsqu'on rentre dans cette poésie, cette pensée qui est en train
se plier, de se déplier, de venir et de partir du poète mourant. On en arrive à cette équivalence totale entre la poésie et la vie, c'est-à-dire qu'il y a encore cet élan poétique qui est en lui, hein, il pense qu'enfin il a compris que décidément la poésie n'a rien à voir avec les vers, avec l'écriture, dans la poésie sans archives, là au sens fort du terme. Voilà, bon, je ne sais pas si on peut, il faut s'arrêter peut-être, hein, on voulait vous parler de plein d'autres choses, mais c'est pas obligé non plus. Hein, Non, je sais pas, moi j'ai dit sur du... On voulait parler de... On peut résumer de quoi vous voulez parler. Jean Améry disant à Auschwitz, le poème de Hölderlin n'a plus aucune capacité de transcender la réalité. Et je voulais répondre à ça par des gens comme Ruth Kluger qui ont dit l'inverse, ou Charlotte Delvaux justement qui ont dit l'inverse, ou encore par ce que dit Étienne Le Soum et ce que fait Étienne Le Soum avec sa lecture de Rilke. Répondre aussi par l'existence et même la très grande richesse d'une poésie écrite pendant la catastrophe, dans les ghettos en particulier. On voulait citer un magnifique poème que nous a transmis Jean-Yves Potel, ici présent, dans sa traduction française d'un Władysław Szlengel, qui est pour Emmanuel Ringelblum le poète du ghetto de Varsovie. Hein. Je voudrais quand même en dire un tout petit mot parce que c'est vraiment quelque chose de très peu connu. Alors j'ai vu ça dans le découvert, ça. Hein. Moi je connaissais Katzenelson, le grand poète yiddish du ghetto de Varsovie, mais dans ce livre magnifique de Samuel Kassoff, qui est un livre d'historien, et qui écrira notre histoire et qui porte sur les archives Ringelblum, le Shabbos, il y a un chapitre consacré à la poésie, ou à ces deux grands poètes du ghetto, de la fin du ghetto, Katzenelson et Schlegel, l'un donc écrivant en yiddish, l'autre en polonais. Malheureusement, donc, Kassoff ne faisait que résumer ce poème qui s'appelle Les choses, et qui m'avait semblé très beau, très fort. Et j'ai demandé donc à Jean-Yves s'il avait une traduction française de ce poème. Et comme toujours, Jean-Yves m'en a trouvé. Tu peux reciter le nom de la traductrice que j'ai pas sous les yeux? C'est Yvette Métral. Voilà. Des cahiers de Bernard Lazare. Le poème Les choses est magnifique. Il est très long, vous voyez. Bon, c'est pas si long parce que c'est des tout petits livres verts, mais ça fait quand même, voilà. Je sais pas si on peut vous le lire. Je le trouve très impressionnant parce que c'est vraiment une poésie qui témoigne de l'anéantissement et de l'anéantissement véritablement. Hein. Alors, les choses. Les rues, Oza, Olsmina, Marzalkovka, s'en allaient les chariots juifs, les meubles, les tables et les tabourets, les valises, les baluchons, les coffres, les caisses et les chaussures, les costumes, les portraits, la literie, les casseroles, les tapis et les draperies pour les murs. Le kirsch, les bocaux, les pots, les verres, l'argenterie, les gouilloirs, les livres, les babioles, et tout ça va de la rosa à la siska. Dans le manteau, la bouteille de vodka et un morceau de cervelas. En chariot, en rickshaw et charrette, la morne horde va. Puis, de la sliska vers la niska, est reparti tout ça. Meubles, tables et tabourets, valises, baluchons, literie, casseroles, mon cher monsieur, mais cette fois, sans les tapis. Plus trace d'argenterie, déjà plus de kirsch, de costumes, plus de chaussures, de bocaux, de portraits. Sont restés rue Sliska, toutes ces bagatelles, la bouteille de vodka dans le manteau et le morceau de cervelas. En chariot, en rickshaw et charrette, la morne horde s'en va. Et de nouveau, on a abandonné la niska. Et tout est parti vers les blocs. Ni meubles, ni tabourets, ni casseroles, ni baluchons. Perdus, bouilloires, livres, chaussures, bocaux. S'en sont allés au diable, costumes, argenterie. On balance tout ça dans le rickshaw. Il y a encore la valise, le manteau, la bouteille de thé, le bout de caramel, à pied, sans chariot, va la morne cohorte. Puis, des blocs vers Ostrovska, s'en va la route juive, sans ballon, baluchon, sans meubles ni table, sans tapis ni bouilloire, sans argenterie ni bocaux. À la main, une seule valise, une chaude écharpe, c'est tout. Il y a encore la bouteille d'eau et la musette à bretelles, piétinant les choses
les troupeaux, la nuit, sont passés par les rues. Ostrovska ou Bloch sont passés dans le jour assombri du crépuscule. Valise et musette, plus besoin à présent d'autre chose. En rang, par 5, on marchait par les rues. Nuit froide, jour raccourci, demain, peut-être après-demain, au coup de sifflet, au cri ou sommation, reprend la route juive. Rien dans les mains, à part de l'eau et la puissante Bastille. De Lumschlagplatz, en longeant la ville, loin là-bas, jusqu'à la Marzalska. Dans les maisons vides, prolifère la vie juive. Dans les logements abandonnés s'entassent baluchons, costumes et couvertures, assiettes et tabourets. Rougeoient encore les foyers, gisent les couverts, désœuvrés, éparpillés dans la hâte, là, les photographies de famille. Le livre encore ouvert, la lettre avec une demi-phrase, ça va mal. Le verre à moitié bu, le jeu de cartes avec son robe interrompu. Le vent par la fenêtre remue la manche d'une chemise froidie. Gît la couverture froissée comme si on s'y était blotti. Gisent les choses abandonnées, l'appartement inanimé, jusqu'à ce que les pièces se peuplent de gens nouveaux, les Ariens. Ils fermeront la fenêtre, commenceront une vie sans souci, et referont le lit avec sa couverture juive, laveront la chemise, remettront les livres sur l'étagère, videront le café du verre, finiront le robe entre eux. Seulement, dans un wagon quelconque, il restera tout juste la bouteille à moitié vidée et une puissante pastille. Et dans la nuit d'horreur qui viendra, après des jours de balles et de glaives, sortiront des coffres et des maisons toutes les choses juives. Elles sauteront par les fenêtres et passeront dans les rues pour s'entasser sur les chaussées, au-dessus des noires voies ferrées. Toutes les tables, tous les tabourets, les valises et les baluchons, les costumes, les bocaux, l'argenterie, les bouilloires s'en iront, disparaîtront, et personne ne saura ce que ça veut dire que les choses soient parties ainsi, et que personne ne puisse plus les voir. Mais sur la table du jugement, si testis victi, demeurera la pastille comme corpus delicti. Pour finir, vous lire ce que Schlegel a écrit à propos d'un texte qui s'appelle « Ce que je lis aux morts », qu'il a écrit au tout début de l'insurrection du ghetto de Varsovie, en janvier 1943. Il commente en fait ses propres poèmes en utilisant l'image d'un marin, enfin d'un sous-marin. Il y a des marins pris au piège dans un sous-marin qui lui fait prendre l'image d'un film soviétique vu avant la guerre. Voilà ce qu'il dit. De tout mon être, j'ai la sensation de suffoquer alors que l'air de mon bateau coulé s'épuise lentement. Les raisons pour lesquelles je suis dans ce bateau n'ont rien à voir avec l'héroïsme. Je suis ici contre ma volonté, sans raison aucune ni culpabilité. Mais j'y suis dans le bateau. Et bien que je ne sois pas capitaine, j'estime tout de même qu'il est de mon devoir de faire la chronique de ceux qui ont sombré au fond. Je ne veux pas laisser derrière uniquement des statistiques. Par mes poèmes, mes esquisses et mes écrits, je veux enrichir, le mot est mauvais, je le sais, le dossier historique qui sera écrit dans l'avenir. Sur la paroi de mon sous-marin, je griffonne mes documents poèmes. À mes compagnons, moi, poète de l'an 1943, je lis mes gribouillages. Voilà, j'ai envie de terminer avec ça. Bon, merci beaucoup. Mais attends, il faut peut-être donner la possibilité, comme ça, à une question qui brûle la gorge, pour pas. Hein, s'il n'y en a pas, on s'arrêtera, mais je veux dire, quelqu'un a quelque chose à dire, à ajouter. Bon. C'est pas facile, évidemment. Allez-y, parlez très fort, plus fort que Claude. Non, c'est pas facile après. Ça marche, allô. Ça marche très bien, ça marche très bien. C'est bon. Le sujet, si je puis dire, c'était... On n'entend rien. On n'entend pas. Non, On n'entend rien. Ça marche pas le truc. Est-ce que c'est mieux là? Non. C'est pas rien, peut-être qu'on va entendre. On va essayer comme ça? Ouais. Je crois qu'il marche maintenant. Là, c'est bon? Oui, on entend. On entend. Oui. Allô, allô?
Oui. Bon. Alors le sujet, donc, c'était témoignage de poètes, et on peut se demander s'il n'y a pas une contradiction dans les termes. A priori, des bucoliques de Virgile au témoignage de Vigny sur la mort du loup, il y a une petite partie de témoignage dans tout ça, dans la mesure où chacun écrit avec ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il a éventuellement vu ou ce qu'on lui a raconté, mais il y a surtout une énorme partie d'autre chose. Les choses sont les choses, le témoignage est le témoignage, et la poésie est encore autre chose. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans le témoignage, il y a une intention, qui est celle de témoigner, qui est celle de faire passer des choses vues. Dans la poésie, soit pas d'intention, soit une autre intention. Mais en tout cas, ce qui ressort de votre travail, de ce que vous nous avez dit, c'est certainement que la poésie ajoute au témoignage. Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus le résumé de ce que j'ai en tête après les avoir entendus, et en faisant la comparaison entre le début de votre intervention et la fin, et notamment ses lectures. Oui, oui, bien sûr qu'il y a une contradiction a priori. Il y a une tension dans la poésie de témoignage, comme dans toute littérature de témoignage ou témoignage littéraire. La tension est encore plus une contradiction dans la fiction, bien sûr. Ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que cette tension, elle fait produire énormément, elle fait écrire énormément de textes qui sont à la fois des témoignages et des textes poétiques. Il y a bien sûr l'intention de témoigner. Je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de distinguer entre un témoignage au sens strict et le témoignage poétique ou le témoignage littéraire. Et je ne pense pas du tout que toute poésie témoigne. Pas du tout. Enfin, au moins un sens qui est beaucoup plus large, plastique, et je serais plutôt hostile à un tel élargissement du concept de témoignage. Je pense que pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait en effet intention, acte, engagement, exposition de soi dans l'engagement qu'on prend à sa propre parole et au récit que l'on fait, engagement avec une forme engagement à dire le vrai. Alors bien sûr, c'est cette notion de vérité qui est en elle-même contradictoire, qui contient à la fois la question de l'attestation, de la preuve, dans le dispositif du droit, dans le dispositif historiographique, et puis la question de la transmission, de la véridiction que prend en charge le texte littéraire, différemment. Il reste que, enfin c'est pas tout à fait sur le même plan, sur le même registre, ce que je veux dire, mais dans toute la première partie de ton exposé, ce que tu as montré de manière saisissante, c'est, me semble-t-il, chez les poètes, Hoffmann comme poète, ou chez les écrivains parlant de la poésie, ou s'interrogeant sur la position du poète, etc., ou chez Hermann Broch, l'interrogation sur le rapport au réel, sur l'antagonisme, au fond, avec l'esprit positiviste, c'est-à-dire le fait mutique, dans un sens bavard et mutique. C'était très saisissant ce que tu disais sur le bavardage du mutisme, au fond, c'est ça, c'est essentiel, les termes d'Hermann Broch, c'est bien compris. Tu montrais là-dedans tout de même quelque chose à quoi moi je n'avais jamais pensé en ces termes. C'était une sorte de d'archéologie dans le XXe siècle de ce sur quoi le témoignage aura à exister, sur quoi le témoignage au sens moderne a existé. Donc tu as rassemblé là des choses que j'avais jamais pensé à voir ensemble comme ça. Et en particulier les deux auteurs là, sur lesquels tu t'es appuyé, Hoffmann et Broch, c'est très 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 impressionnant de les voir dans cette lumière-là. C'est aussi comme si les poètes, au fond, je retrouvais des propos que tu as tenus aussi un peu plus tard, en particulier à propos de Mandelstam, c'est comme si ils captaient l'air du temps.
c'est pas la prophétie au sens antique du terme, inspiré par les dieux, ou que sais-je, c'est la capacité, c'est tellement saisissant chez Mandelstam ça, hein, la capacité de sentir, avant même que les événements ne se produisent. Par exemple, Mandelstam, au fond, dans ses poèmes, sent la terreur stalinienne avant qu'elle ne vienne. Parce qu'il sent, dans les rapports langagiers, justement, pour retrouver les choses dont tu as parlé, il sent dans les rapports langagiers autour de lui déjà ce qui est imminent, mais que factuellement, dont on n'a pas encore la perception factuellement. Ça, je crois que je retrouve là des thèmes qui ont été les tiens, et ça c'est au fond tout un aspect de ton exposé qui m'a passionné. Oui, ce que j'ai voulu montrer au fond, c'est de comprendre pourquoi la littérature ou la poésie s'est mise à se repenser elle-même à travers le témoignage. En tout cas, c'est ce qui se passe en philosophie dans les textes que j'ai évoqués au tout début. Quand même, c'est très saisissant. Et c'est aussi ce qui se passe, tout différemment, chez Antaigne, Quérol, que j'ai cité ensuite, où l'idée d'une refondation de la littérature, d'une poésie qui, à nouveau, pourrait dire la vérité, s'affirme à partir de l'acte de témoigner. C'est très compliqué de faire un lien continuiste entre le rapport au réel, cette réalité rugueuse à étreindre, dont parle Rimbaud, et puis la poésie de la catastrophe. C'est quelque chose de très, c'est très casse-gueule en fait. C'est très important. Mais oui, voilà, pour moi c'est extrêmement important d'arriver justement à lire ensemble tout ça. Ne pas limiter dans une espèce de plateau générique cette fameuse littérature de témoignage avec un effet de spécialisation qui est particulièrement à la fois éprouvant pour celui qui le fait, insupportable même, et puis intenable au plan théorique,